Bienvenue dans l'invité de la matinale. Notre invité ce matin est Ella Wama Mara, juriste socio-anthropologue et experte en genre et développement. Bonjour madame et merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci madame la journaliste. Bonjour chères téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, chers amis téléspectateurs, depuis plusieurs jours, une décision du gouvernement alimente le débat public à compter de la rentrée scolaire 2026-2027. La scolarité sera gratuite dans les établissements publics d'enseignement secondaire, général et technique pour les filles. Une réforme qui vise à améliorer leur maintien à l'école et à réduire les inégalités persistante dans l'accès à l'éducation. Si cette mesure a été largement saluée, elle a également suscité des interrogations au cours du débat d'orientation budgétaire 2027-2029. Le thème de notre entretien ce matin, vulnérabilité sociale et égalité des chances. Les politiques publiques doivent-elles cibler le genre ou la pauvreté? Madame Ella Wama Mara, notre thème met en regard deux notions. Il faut dire la vulnérabilité sociale et l'égalité des chances. Déjà, dites-nous qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ces deux notions. Merci beaucoup, merci d'avoir choisi ce thème. Et je crois que la confusion sur les notions justifie justement réaction pas tout à fait juste. Vous savez, lorsqu'on parle de la vulnérabilité, on désigne la situation d'une personne ou d'un groupe social qui est plus exposé à des risques plus importants d'exclusion, de pauvreté, de privation, d'accès aux services sociaux de base, aux services sociaux essentiels. Lorsque nous parlons de l'égalité, ça veut dire que chaque individu part avec les mêmes chances, indépendamment, les chances donc de réussir, indépendamment de son statut social, de son origine, de son genre et de son lieu de naissance et tout ça. L'égalité, c'est l'attribution des mêmes droits à toutes et à tous. Lorsqu'on parle de l'équité, c'est justement des mesures correctives qui sont prises pour corriger les gaps entre les différents groupes sociaux, pour corriger les inégalités qui existent déjà. Vous convenez avec moi qu'une jeune fille rurale de Materi n'a pas les mêmes chances de réussir à l'école qu'un jeune garçon de Cotonou. Donc, il faut bien comprendre qu'est-ce que l'égalité et pourquoi l'équité est très importante pour arriver à l'égalité et comprendre que lorsqu'on traite, disons, tout le monde de la même manière dans une société, on n'est pas en train de faire de l'égalité, on est en train de reproduire les inégalités. Ah oui. Oui. Alors, dites-nous, peut-on être socialement vulnérable sans être victime de discrimination et inversement? La vulnérabilité sociale vous fragilise, vous expose à plus de risques, donc d'être victime de violences qu'une autre personne qui n'est déjà pas vulnérable. Nous avons dit tout à l'heure que la vulnérabilité, c'est la situation d'une personne qui n'a pas les mêmes accès, n'a pas les mêmes chances, n'a pas les mêmes accès aux services sociaux, n'a pas peut-être les mêmes chances d'étudier. Donc, cette vulnérabilité crée déjà une première catégorie, je dirais, de violence ou une fragilité face aux violences. Et c'est pour cela justement que les mesures correctives sont prises en faveur généralement des personnes vulnérables. On ne peut pas dans une société ne pas avoir un œil attentif pour les personnes vulnérables. Et vous verrez que dans toutes les sociétés, il y a cette catégorie de personnes pour lesquelles des mesures sociales sont prises, indépendamment des politiques sociales qui concernent
tout le monde. Absolument, et parlant de politique sociale, je vous pose la question, quelle distinction faites-vous entre une politique sociale et une politique de promotion de l'égalité de genre? Une politique sociale vise à réduire la vulnérabilité économique et sociale qui touche tout le monde. Je prends le projet H dans le domaine de la santé ici. Elle concerne tout le monde. Lorsque nous parlons de politique de genre qui est ciblée, elle cible plutôt les inégalités qui résultent des rapports sociaux entre les hommes et les femmes. Et nous venons, par exemple, avec ces bels exemples de ces mesures correctives qui ont été prises en faveur de la scolarisation des filles. La mesure existait, elle a juste été élargie. La mesure existe justement parce qu'il y a des inégalités dans l'accès à l'éducation entre les filles et les garçons. C'est indéniable. C'est indéniable. Vous savez très bien qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi les filles sont plus exposées à la vulnérabilité dans le domaine scolaire. On ne peut pas dénier ce fait-là et c'est un fait documenté. Ce n'est pas une situation émotive ou pour faire plaisir. Les chiffres sont là, les chiffres parlent. On a vu le taux de participation à l'école primaire, qui s'est améliorée grâce justement au programme Tous les enfants à l'école. On avait commencé par toutes les filles à l'école. Puis on a élargi à tous les enfants à l'école. Une mesure corrective, ce que j'appelle les mesures correctives, s'adresse d'abord à un groupe cible, puis on l'étend autant qu'on le peut. Même les cantines scolaires, ce n'était pas toutes les écoles au même moment. On a commencé là où le problème était plus accru. Et une fois que le problème a été corrigé, on peut l'étendre progressivement. Donc, les mesures de gratuité de la scolarisation ont permis d'accroître la présence des filles et leur participation à l'école primaire. On est à un taux de scolarisation de 124% aujourd'hui au Bénin. Mais lorsqu'on avance un peu plus au collège, on constate encore que ce nombre dégraisse parce que les filles sont justement plus exposées au risque de mariage précoce, de mariage forcé, de violence en milieu scolaire, je dis bien plus exposés en milieu scolaire, et sans oublier le facteur de la pauvreté. Nous savons tout ici ce qui se passe lorsque les familles ont des ressources limitées, qu'il faut choisir entre une fille et un garçon qu'il faut envoyer à l'école. On préfère envoyer le garçon à l'école à cause des normes sociales qui ne valorisent pas l'éducation de la fille. La fille, sa case finale, c'est le foyer d'un homme et donc on n'a pas besoin d'investir beaucoup sur la fille. Bien évidemment, Elawa Mamara, au regard de tout cela, il faut dire que le genre est aujourd'hui au cœur de nombreuses politiques publiques. D'un point de vue scientifique, pourquoi est-ce que cette approche est-elle progressivement imposée dans les stratégies de développement? Vous savez, les questions de correction des inégalités, c'est un enjeu de développement. Les données probantes sont là. Les faits ne mentent pas. Et on s'est rendu compte que tant qu'on n'a pas corrigé les inégalités de genre, tant qu'on n'a pas valorisé la participation des filles et des femmes, tant qu'on n'a pas comblé le gap entre le droit réel et, je dirais, le droit acquis devant la loi, les filles et les garçons, les hommes et les femmes, nous sommes égaux en droit. Mais dans la pratique, on sait que nous sommes dans une société où les rapports de pouvoir sont inégalitaires en défaveur des femmes. Donc, l'inégalité coûte cher pour le développement de nos pays. On ne peut pas garder plus de la moitié de la population dans une situation de vulnérabilité face aux violences basées sur le genre, d'inaccessibilité aux services sociaux de base et espérer un développement. Et c'est parce que nos États l'ont compris qu'ils ont pris les mesures et continuent de prendre les mesures pour corriger les inégalités de genre. Ce n'est pas une faveur qui est accordée aux femmes, ce n'est pas un privilège de plus pour les femmes, c'est la correction des inégalités. Voyez-vous, si aujourd'hui on met des rampes
pour permettre à un enfant porteur de handicap d'accéder à une classe. On n'est pas en train de fermer la porte de la classe aux autres enfants bien portants. Oui. C'est de la même manière qu'il y a le même raisonnement qu'il faut avoir aujourd'hui face à cette mesure corrective de la gratuité de la scolarisation pour les filles. Et je disais que les facteurs qui limitent la scolarisation des filles, tant qu'on ne les lève pas, tant qu'on ne met pas en place des mesures pour les corriger, on ne pourra pas espérer la contribution des filles et des garçons au même titre au développement du Bénin. Alors, Elawa Mamara, à vous entendre, cette décision prise par le gouvernement est bien issue d'une réalité qui a été très bien documentée. Tout à fait. Les chiffres ont parlé, les faits ont parlé, les données sont là. C'est sur la base des données probantes que le plaidoyer a été bâti, a été soumis. Les personnes qui ont porté ce plaidoyer-là ne sont pas des personnes inintelligentes. Et il y a lieu de saluer le leadership de Madame la ministre de la Famille et des Affaires sociales qui a pris à cœur les questions de scolarisation des filles et le grand visionnaire que nous avons eu comme chef d'État, M. Patrice Talon, et le chef d'État actuel, M. Romia Douadaï, qui ont compris la nécessité de prendre urgemment cette mesure-là. Elle est déjà applicable à partir de la rentrée scolaire prochaine. Donc, ce n'est pas un privilège, ce n'est pas une faveur, c'est pour corriger des inégalités qui existent. Et pendant longtemps, on sait que les familles ont été limitées. Les familles ont été limitées et aujourd'hui, une famille ne doit plus se demander s'il faut envoyer une fille à l'école ou pas. Les filles doivent systématiquement aller à l'école au même titre que les garçons. Les limites dues à la vulnérabilité justement de ces familles ne doivent pas être un facteur bloquant pour la scolarisation des filles. Et cette mesure n'est pas la seule, puisque au même moment, avec l'appui des partenaires techniques et financiers qui mettent en œuvre plusieurs projets, programmes dans le domaine de l'éducation, on est en train d'adresser aussi les autres facteurs limitants. Vous savez qu'une fille qui va à l'école doit faire face déjà à la charge de travaux domestiques, elle doit faire face au risque de déscolarisation lorsque ses résultats scolaires ne sont pas bons. Il vous arrive de voir une fille à 22 heures au bord de la route, à côté de sa maman qui vend de l'acassa avec un cahier dans les mains. Elle n'est pas dans les mêmes conditions que votre enfant qui est dans sa chambre climatisée avec tout le confort et tout le matériel qu'il faut. Et en plus de cela, dès qu'une fille ne réussit pas à l'école, elle est exposée à quoi? Grossesse précoce, mariage précoce, tandis qu'à un garçon, on donne une seconde chance. Voilà, cette estime que réserver cette gratuité dont on parle aux filles constitue une sorte de discrimination envers les garçons. Que leur répondez-vous, Elawa Mamara? Traiter tout le monde de la même manière, ce n'est pas corriger les inégalités. Il faut qu'on puisse être objectif et objectif. Le chef de l'État qui a pris cette décision, il a à cœur le bien-être de tous les citoyens et citoyennes du pays, les garçons et les filles. Mais ce n'est pas en maintenant les filles dans une situation de précarité scolaire qu'on est en train de corriger ou d'améliorer la situation des garçons. Et les mesures de gratuité pour les filles ne diminuent rien à la condition de scolarisation des garçons. C'est une mauvaise compréhension et une confusion entre une mesure corrective d'une inégalité de genre et des mesures correctives de la pauvreté. On ne peut pas confondre un problème économique et social avec un problème de genre. La mesure qui est prise vise à corriger quoi? Les écarts et les freins à la scolarisation des filles. Et elles sont désavantagées parce qu'elles sont des filles. Et c'est ça qu'on essaie de corriger. La situation des enfants vulnérables en général, de garçons qui n'iraient pas à l'école parce que leur famille serait pauvre, c'est un problème économique et social. Et c'est pris déjà en compte par les mesures offertes en faveur des familles vulnérables et des enfants
orphelins et vulnérables. Il y a un package qui est offert à cette cible-là. La scolarisation des filles n'est en rien une menace pour la scolarisation des garçons. Et c'est aberrant, c'est ahurissant, vu les statistiques de notre pays, qu'on puisse soutenir, je dirais, des théories qui peuvent risquer d'induire beaucoup de personnes en erreur. Ce n'est pas une faveur qui est accordée aux filles et ce n'est pas un désavantage pour les garçons. J'ai dit tout à l'heure, nous avons une classe et l'accès est ouvert à toutes et à tous. Si nous avons ou pour permettre aux enfants porteurs de handicap d'y accéder, on construit une rampe. Est-ce que le fait de construire une rampe pour les personnes handicapées, c'est une manière d'empêcher les autres d'accéder à la classe? La réponse est non. Donc, c'est une mesure bien mûrie, une mesure qu'on attendait parce qu'on a vu l'impact positif que la gratuité de la scolarisation a eu pour les filles au niveau du primaire. On connaît beaucoup de familles aujourd'hui où on envoie les petites filles travailler comme domestiques pour rapporter l'argent qui va servir à payer la scolarisation de leurs frères garçons. Et la scolarisation des filles n'a jamais été une menace pour les relations qu'elles auraient avec les garçons. On sait qu'avec l'éducation, les rapports de pouvoir changent et il faut justement que les rapports de pouvoir soient plus égalitaires dans notre société, plus juste, plus égalitaire pour toutes et pour tous. La belle preuve qu'il faut savoir faire la différenciation et bien sûr la part de ces différentes thématiques, les Lawamamara. Et bien évidemment, lorsqu'un garçon abandonne l'école faute de moyens financiers et qu'une fille abandonne l'école parce qu'elle est confrontée à des discriminations liées à son sexe, sommes-nous dans ce contexte face aux mêmes problèmes au regard de tout ce qu'on entend aujourd'hui? Merci. Vous savez, le décrochage scolaire des filles ne commence pas à l'école, il commence dans les normes sociales. Un garçon qui est déscolarisé ne risque pas d'aller en mariage précoce le lendemain. Du tout pas. Tandis qu'une fille qui est déscolarisée, dans les mois qui suivent, vous la retrouverez avec une grossesse non désirée, une grossesse précoce. Vous allez apprendre qu'elle a été mariée de force. Donc, on n'est pas du tout dans le même schéma. Et j'ai dit tout à l'heure que les raisons justement du décrochage scolaire des filles, elles sont multiples. Vous avez dit tout à l'heure qu'un garçon, c'est peut-être parce qu'il ne réussit pas à l'école ou c'est faute de moyens. La pauvreté, ça peut être un facteur commun pour les deux genres. Mais en plus, pour la fille, il peut y être que son décrochage scolaire est dû à la charge de travail domestique. Il faut cumuler l'école, cumuler les corvées d'eau, cumuler le petit commerce pour aider les parents, cumuler la garde avec la garde des enfants, cumuler avec le harcèlement, le viol et toutes les violences dont elles peuvent être l'objet. Et ensuite, les grossesses non désirées, les mariages forcés ou précoces ou arrangés. Alors, au regard de l'actualité, est-ce qu'on peut dire que les politiques publiques doivent répondre de manière identique à ces deux situations ou nécessitent-elles de réponses différentes? Vous savez, l'égalité n'interdit pas de corriger les inégalités. C'est une erreur de croire que l'égalité interdit de corriger les inégalités. Et le cas dans lequel nous sommes actuellement, c'est une mesure qui permet de corriger les inégalités. Donc, les mesures correctives, on les applique pour un temps, on les applique le temps que les inégalités se résolvent. Et c'est pour rendre l'égalité réelle. Nous avons une égalité de droits, mais dans les faits, dans la pratique, est-ce que nous arrivons à jouir de nos droits? C'est non. Pas forcément, pas de façon évidente et pas de la même manière. Donc, il faut comprendre que tant qu'on ne traite pas les groupes sociaux en fonction de leurs besoins, on est en train de reproduire les inégalités. Donc, une mesure qui vise un groupe social en fonction d'une inégalité. Ici, nous sommes en face d'une inégalité de genre parce qu'elle vise une cible
qui est discriminé en raison de son sexe. Donc, on doit prendre absolument des mesures correctives, équitables, je dirais. L'équité, ce n'est pas de donner le même droit à tout le monde, justement. C'est de mettre les conditions pour que chaque individu puisse atteindre facilement l'égalité réelle. Alors, selon vous, élargir de manière systématique les politiques de promotion de genre à l'ensemble de la population ne risque-t-il pas de réduire l'efficacité de la chose? Vous savez, lorsqu'on oppose genre et pauvreté, on est vraiment dans une fausse alternative. Oui, le véritable enjeu, c'est plutôt chercher comment on articule genre et pauvreté. La pauvreté, par exemple, elle touche les ménages. Ah oui. Tandis que les inégalités de genre, elles traversent les ménages. Une femme, déjà le fait d'être femme, elles ont subi une double vulnérabilité. La vulnérabilité qui est liée à votre genre et la vulnérabilité économique. Donc, les politiques les plus efficaces sont celles qui combinent les deux dimensions. Être femme, femme en Afrique et femme pauvre, ce n'est pas la même chose que être simplement femme ou bien femme au Bénin citadine. C'est pour cela que les politiques prennent des mesures en considérant l'approche intersectionnelle. On ne peut pas prendre les mêmes mesures pour toutes les femmes systématiquement. On va tenir compte de quelle inégalité elles vivent et prendre les mesures correctives. Alors, est-ce que à l'avenir, construire des politiques publiques peut concilier justice sociale, efficacité budgétaire et égalité des chances, à votre avis? On ne traite pas tous les mots de la même manière. La pauvreté, par exemple, pour la traiter, on la traite par l'emploi, la protection sociale, l'accès aux services. Les inégalités de genre, on les traite par des actions sur les lois, sur les normes, sur le droit. Donc, une femme peut sortir de la pauvreté et rester toujours victime de violences basées sur le genre et rester vulnérable aux violences basées sur le genre. Nos politiques publiques doivent prendre des mesures, je dirais, composites, des mesures qui combinent à la fois le règlement des situations de la vulnérabilité économique et sociale, mais aussi la correction des inégalités de genre. Et je redonne l'exemple tout à l'heure, j'ai dit que la mesure de gratuité pour la scolarisation des filles relève d'une correction d'une inégalité de genre. La mesure de gratuité, par exemple, pour les garçons vulnérables relève d'une politique économique et sociale, et c'est deux choses différentes. Alors, Elawa Mamara, au fond, une politique publique est-elle juste lorsqu'elle traite tout le monde de façon identique ou lorsqu'elle reconnaît les différences de situation pour mieux rétablir l'égalité des chances? Ce serait l'avant-dernière question. Merci. Les politiques neutres, donc les politiques qui traitent tout le monde de la même manière, sont inégalitaires. Les politiques neutres sont inégalitaires parce que les besoins spécifiques, les besoins différenciés n'ont pas été pris en compte de la même manière. Je parlais on est par exemple maintenant dans la période des résultats scolaires. Vous êtes sûr qu'une élève de Gangban, dont le collège est resté inondé pendant des mois et qui a été soumise aux mêmes examens que l'élève du CEG de Fidjrosset, qui a accès à une bibliothèque numérique, à une bibliothèque de proximité, à tout le dispositif, à l'information, à l'électricité, à l'eau courante. Vous pensez que ces deux ont été mis dans les mêmes conditions? Et demain, si on prend des mesures pour corriger justement le gap qui est constaté au niveau peut-être des filles élèves en milieu rural, vous allez appeler ça un privilège? Non, c'est la correction des inégalités. Et les mesures neutres sont inégalitaires. Il faut absolument que les politiques publiques, et c'est ce que les politiques publiques font, les politiques publiques ciblent les mesures qui peuvent concerner tout le monde, pendant que les politiques relatives aux gens
permettre de corriger les inégalités spécifiques. Almela Wamamara, nous sommes à la fin de notre entretien ce matin. Quel serait bien évidemment votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs? Je rappelle bien sûr le thème vulnérabilité sociale et égalité des chances. Les politiques publiques doivent-elles cibler le genre ou la pauvreté? Merci. Je pense que le débat ne devrait plus être genre ou pauvreté. Le véritable enjeu, c'est comment nous pouvons construire des politiques publiques qui voient les inégalités là où elles existent et qui donnent à chaque Béninoise et à chaque Béninois les moyens de réussir. Parce que l'égalité des chances n'est pas de faire courir tout le monde sur la même piste. C'est s'assurer que personne ne commence la course avec un handicap imposé par sa naissance, par son sexe ou par sa condition sociale. Et tant que les inégalités ne seront pas corrigées, le développement sera toujours plombé. Merci beaucoup à vous, Madame Ella Wamamara, d'avoir répondu présente à notre invitation. Je rappelle que vous êtes juriste, socio-anthropologue et experte en genre et développement. Chers amis téléspectateurs, c'était l'invité de la matinale. Merci de nous avoir suivis. La suite de votre émission, c'est par ici.